Silver Echo, le podcast, vous présente Parole d'experts, un podcast enregistré lors du Festival international Silver Echo Bien Vieillir 2023 au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré au service à domicile, à l'innovation et au développement économique régional, avec la participation de Gilles Piazza, président du pôle service à la personne et directeur général de la fédération ADMR de Vaucluse, Faroudine Bajric, directeur du pôle service à la personne Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Jérôme Le Gallois, directeur du développement économique durable et de l'innovation services filières et industrie. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast en direct du festival Silver Echo de Cannes 2023. Bien sûr, nous allons aborder la question des services à domicile. Sont-ils un levier de développement pour la Silver Economy en région sud? Pour répondre à cette question, je suis avec Gilles Piazza, Jérôme Le Gallois et Faroudine Bajric. Ils se présenteront eux-mêmes parce que c'est vrai qu'ils ont parfois plusieurs casquettes. On va commencer avec vous, Gilles. Quel est exactement votre rôle, votre statut? Dites-nous surtout comment fonctionne, quel est votre rôle au sein de la fédération ADMR et comment elle régit tous les autres acteurs, parce que on va commencer par ça, peut-être élaguer un peu le domaine. Qui fait quoi? Qui est en charge de quoi? Très bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis président du pôle service à la personne qui est un cluster régional de format associatif et qui regroupe une soixantaine d'adhérents, et ces adhérents sont des structures qui interviennent au domicile sur les services d'aide et de soins. Donc, ce qui représente sur la région un peu plus de 80 000 personnes accompagnées sur l'ensemble de la région sud. Et si on parle d'emploi, c'est un peu plus de 19 000 emplois que regroupe l'ensemble des adhérents du pôle service à la personne. Alors, moi, en tant que président, forcément, il y a un positionnement à avoir du pôle qui, dans son rôle d'animation, dans son rôle d'accompagnement auprès des adhérents. Donc, on peut notamment citer des événements forts de façon à pouvoir regrouper l'ensemble des acteurs du secteur. C'est un secteur qui évolue fortement. C'est un secteur qui est contraint à des moments budgétairement et qui est contraint aussi en fonction des politiques publiques à destination du vieillissement, et on en parle moins des personnes en situation de handicap. Donc le pôle regroupe aussi des événements comme par exemple au mois de décembre, tous les mois de décembre, on organise les assises de l'autonomie, donc avec une actualité qui est forte et riche, et qui regroupe aussi l'ensemble des intervenants du secteur. Et également, on invite les aidants familiaux et les personnes chez qui on intervient de façon à pouvoir vraiment circonscrire les besoins. On a autour du pôle également tout le volet accompagnement autour de l'innovation technologique, innovation sociale, innovation organisationnelle de l'ensemble de nos adhérents. Alors, c'est un peu une plateforme de service, c'est-à-dire vraiment les adhérents qui sollicitent et sur lesquels l'ensemble de l'équipe du pôle sont à disposition et organisent régulièrement des rencontres pour avancer, et même techniquement, que ce soit au sujet et autour de la problématique du recrutement, de la fidélisation, de l'intégration. Là, depuis un certain temps, on est aussi sur de l'innovation technologique parce qu'il faut intégrer la numérisation. Alors, actuellement, on voit beaucoup de pubs qui passent à la télé sur la connexion autour de Ma Santé, portée par la CPM. Donc, à terme, l'ensemble des acteurs du domicile et du médico-social devront être conformes aux connexions et au partage d'informations. Donc, c'est un enjeu extrêmement important, lourd à porter. Voilà. Et enfin, le cluster pôle, service à la personne, a un rôle d'animation, et aujourd'hui, ça en est un peu l'illustration, d'animation de l'OIR Silver Echo,
en lien avec la région, et puis je laisserai Jérôme en parler. Donc voilà un petit peu le positionnement du cluster. Moi, en tant qu'adhérent, je suis aussi directeur général de l'ADMR, qui est un réseau national, et plus particulièrement mon rôle au niveau de la région PACA, c'est d'animer et de réaliser les services au domicile, qui sont nombreux, que ce soit du soin à domicile, de l'accompagnement à domicile. Également, on en parlait tout à l'heure, au-dessus, sur tout ce qui tourne autour de l'innovation dans le cadre de l'habitat, autour de l'habitat partagé et inclusif. Voilà. Donc, l'ADMR en région PACA, c'est un peu plus de 7000 salariés et un peu plus de 22 000 personnes chez qui on intervient. Merci Gilles Piazza. Jérôme Le Gallois, vous représentez la région. Oui, bonjour. Donc, Jérôme Le Gallois, je suis chargé de mission au Conseil régional Sud. Donc, le Conseil régional a des missions relativement larges, en fait. On nous connaît sur des compétences autour des lycées. On nous connaît également sur des compétences sur les transports. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une large compétence en matière de développement économique. Et en fait, on travaille dans le cadre d'un schéma qui est mis à jour tous les 5-6 ans, qui est un schéma régional de développement économique. Et à ce titre, la région Sud a une politique sectorielle relativement affirmée. En l'occurrence, elle affirme 8 opérations d'intérêt régional, des OIR, pour soutenir en fait des filières stratégiques qui sont entre guillemets nos filières qui existent en région, et on peut parler même de filières d'excellence. À ce titre, la Silver Economy est une des filières, et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, et ce pourquoi on travaille avec le pôle service à la personne. Donc, en l'occurrence, et aussi effectivement, on est pour la 3e année consécutive présent dans le cadre du salon avec le pôle service à la personne pour animer cette filière. Et Faroline Bajric, vous êtes de PSP PACA. Oui. Quelle est la différence? Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. En effet, donc moi je suis le directeur du pôle service à la personne, donc moi je suis d'un volet opérationnel, et justement je dirais que je suis au milieu des 2 précédents intervenants. En effet, Gilles qui a très bien défini le cadre et le positionnement du pôle, et Jérôme qui en effet nous a tracé la politique publique régionale dont la région est la compétence première en termes de développement économique. Donc nous, en effet, on a pour mission d'accompagner les structures de services à domicile dans leur développement économique, c'est-à-dire dans la création de valeur ajoutée et de la création des emplois. Alors, je voudrais qu'on commence par le rôle des services à domicile à l'échelle de la région. Qu'est-ce qu'il représente, et qui veut répondre à cette question? Que représente au niveau régional ce secteur? Gilles Piazza? Ce que représente, en termes d'emploi, en termes d'accompagnement, en termes d'innovation. J'espère que vous avez un peu de temps parce que c'est assez riche. Donc, je le disais tout à l'heure, 60 adhérents au niveau du pôle représentent 80 000 emplois à l'instant T où je vous parle. Donc, si on regroupe les établissements comme les EHPAD, si on regroupe les services qui ne sont pas adhérents au pôle, je pense qu'on peut estimer la part de l'emploi aux alentours de 200 000 personnes qui évoluent et qui travaillent dans le secteur du médico-social et plus particulièrement sur les personnes âgées. Quand on parle ensuite de personnes accompagnées et donc qui ont besoin de services, c'est assez large puisque on va intervenir en amont sur des personnes qui sont autonomes, mais sur lesquelles nos missions est de pouvoir au maximum développer l'autonomie des personnes, à travers différents services. On va pas les détailler là parce que on a le rôle ensuite d'accompagner les personnes qui sont en perte d'autonomie, que ce soit lié à l'âge ou à un handicap. Et on sait que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tous les cas sur le vieillissement de la population, est une région qui compte déjà une progression forte du vieillissement,
mais sur les 10 années à venir, elle va être exponentielle. Donc, le rôle de nos services a un rôle à la fois économique, puisque autour de ces services-là, il y a de l'emploi, il y a de l'innovation, il y a des entreprises et des partenaires avec lesquels on travaille, il y a de la formation, donc des professionnels, et aujourd'hui c'est assez tendu dans tous les secteurs et plus particulièrement sur nos secteurs. Donc l'enjeu de développement économique et un enjeu sociétal aussi, c'est-à-dire que plus on va pouvoir répondre à une demande, plus on va pouvoir sécuriser l'ensemble des actions qui sont menées au domicile, plus on va avoir un bien vieillir et un mieux vieillir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Faroudine Bajrik, vous vouliez compléter vos PSP et PACA, peut-être sur le côté opérationnel, j'imagine. D'abord, pour revenir sur ce que disait Gilles, vraiment pour insister. Donc, très souvent, les structures d'aide à domicile, notamment en milieu rural, sont les premiers employeurs de la commune. C'est un élément qu'on a tendance à oublier. Et surtout, c'est un secteur qui est en croissance importante en termes de création d'emplois, notamment sur ces dernières années, avec des perspectives tout à fait impressionnantes. J'ai oublié les chiffres exacts, mais on se projette, sur le 2030, en région sud, à plusieurs dizaines de milliers de créations d'emplois nets. Encore faut-il trouver ces personnes-là à recruter. Et justement, comme Gilles le mentionnait tout à l'heure, le recrutement, c'est un enjeu. Et je dirais même que les services à domicile, aujourd'hui, on est à l'intersection de plusieurs chaînes de valeur, plusieurs secteurs d'activité importants, comme le BTP, comme la formation, comme le soin, comme l'aide, comme la technologie. Et c'est pour ça que la silver economy, pour nous, est vraiment un levier important de développement économique. Jérôme Le Gallois, je vois que vous aussi vous avez envie d'intervenir là-dessus. Juste pour compléter, effectivement, donc la région Sud, c'est une institution publique. À ce titre-là, on se doit être le reflet via nos compétences, entre guillemets, du vieillissement de la population, de le prendre en compte dans le travail de nos services. Et à ce titre-là, donc même si aujourd'hui je suis le représentant technique, entre guillemets, de l'OIR Silver Economy, il faut se dire qu'effectivement, la région Sud y va avec toutes ses composantes, que ce soit effectivement notre service, notre direction de la santé, notre direction de la formation, la recherche ou l'économie. Donc, le service, entre guillemets, l'économie des aides à domicile, comme disait Faroudine, est un petit peu au croisement d'un petit peu de tout ça. Et avec ce travail très particulier d'expertise qu'a le pôle service à la personne, ça nous permet d'apporter et de porter, entre guillemets, le débat et de faire progresser, entre guillemets, les choses. Il faut savoir que c'est une filière qui est très pourvoyeuse d'emplois, mais qui malheureusement a des carences énormes en termes de moyens humains. Charge à nous, région, dans ce travail quotidien qu'on a avec le pôle service à la personne, de trouver des solutions en termes de RH, mais également effectivement tout un travail derrière économique, santé, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, c'est aussi un secteur qui est en train d'aller vers la santé, et donc on est aux côtés, entre guillemets, du pôle service à la personne pour travailler sur cette logique. Vous avez tous les deux fait mention d'un mot important, celui de l'innovation. Quelles sont les innovations et les transformations majeures qui sont en cours là, aujourd'hui, et peut-être demain, juste après-demain, pour ce secteur? Qui veut répondre? Faroudine? Allez, je commence. En effet, comme je disais tout à l'heure avec nos interlocuteurs, je trouve que le secteur est une mutation majeure, multidimensionnelle, comme rarement dans l'histoire. Après, on va dire, je n'ai qu'une quarantaine d'années. Je connais pas l'histoire complète, mais en effet, sur ces 15 dernières années, on voit un nombre d'innovations, qu'elles soient techniques, outils, technologiques, organisationnelles majeures, qui sont en train de s'installer dans le secteur. Et Gilles lui-même, il pourra en parler parce qu'il à la fois, il conjugue l'innovation d'outils, de technologies, d'organisation et de services. Puisque, en effet, moi, je pense qu'il est important, c'est qu'on voit que le marché est là. Le marché, il est multiple, il est multidimensionnel, et il faut aligner toute une offre de services en face. Et elle doit être multiple également, puisqu'en effet, les besoins sont là, ils sont importants. Et l'innovation nous permet, en effet, d'aller chasser de nouvelles offres de services, mais nous permet aussi de satisfaire de nouveaux
j'allais dire clients, bénéficiaires, comme le terme qu'on utilise plus fréquemment dans le secteur. Après, Jérôme, Gilles, si vous voulez réagir. Qui veut prendre la parole sur ces innovations en cours, ces innovations importantes? Gilles? Oui, en fait, on pourrait regrouper l'ensemble de ces innovations autour d'un intitulé innovation sociale, qui regroupe à la fois un diagnostic et une réponse à une situation sur les territoires. Je vais prendre par exemple un exemple. On voit bien qu'il y a des besoins en termes de logements adaptés, avec des solutions plus ouvertes que aujourd'hui uniquement. On parle beaucoup d'EHPAD. Alors c'est vrai que ça a fait la une aussi des journaux, mais du coup il y a une volonté de pouvoir avoir des solutions nouvelles. Donc depuis maintenant 5 ans, on a travaillé sur des solutions en partenariat avec les communes, les intercos, les bailleurs sociaux, les constructeurs, les promoteurs, pour créer des programmes qui relèvent du volet social, donc accessible financièrement, parce que c'est une donnée aussi à prendre en compte, et également de pouvoir aussi intégrer des services au sein de ces résidences, tout en développant, encore une fois, l'autonomie et la réponse. Donc, il y a un gros volet autour de cela. On parlait d'innovation organisationnelle. Vu les mutations et les besoins qui évoluent, des profils de personnes chez qui on intervient, qui nécessitent des interventions plus complexes. Donc, on est obligé d'adapter nos organisations. Et on parle même plus d'évolution, on parle de transformation organisationnelle pour intégrer à la fois des nouvelles compétences, pour intégrer et travailler sur les parcours professionnels en interne, de façon à pouvoir aussi dynamiser en tous les cas l'ensemble des salariés qui travaillent au sein des structures. Et il faut intégrer aussi, je parlais tout à l'heure, du numérique. Et donc l'apparition de la transition numérique à tous les niveaux de nos secteurs. Par exemple, nos salariés utilisent ce type d'outil, un smartphone, et cet outil n'est pas utilisé pour téléphoner. C'est un outil qui permet d'évaluer au domicile, qui permet de gérer les interventions en termes de planning. C'est aussi de la remontée d'informations, d'observation au sein des domiciles sur lesquels on intervient, pour évaluer aussi l'évolution ou la diminution d'autonomie de la personne. Et également de pouvoir faire circuler la bonne information au bon moment et d'interagir avec tout l'environnement médical, avec les libéraux, avec les médecins traitants, etc. Donc il y a tout un processus d'écosystème qui est en train de s'installer de façon à pouvoir mettre au cœur de ce dispositif l'ensemble des professionnels au service des personnes au domicile qui ont un besoin particulier et qui peut être évolutif durant les années. Donc pour ces raisons-là, il y a des transformations organisationnelles, des évolutions de compétences et de l'intégration de nouvelles technologies, et des nouvelles technologies qui sont assez puissantes et qui demandent du changement, qui demandent de l'accompagnement de nos salariés dans la praticité et dans la pratique également de ces outils. Et dernière chose, on est extrêmement attentif à intégrer des nouvelles technologies qui amènent une plus-value vis-à-vis de nos organisations, et bien évidemment une plus-value auprès des personnes. Est-ce que vous avez un exemple, Gilles, un exemple concret de plus-value? Demain, quand je dis demain, on est en cours, quand on va pouvoir partager de l'information avec le médecin ou l'assistante sociale de l'hôpital, quand le médecin traitant va pouvoir envoyer l'ordonnance et qui, pour nos équipes d'infirmiers coordonnateurs ou d'aides-soignantes, avoir la lisibilité et d'avoir la traçabilité, du coup, on va gagner en efficacité, on va gagner en temps,
Mais tout cela a un coût aussi. Donc, ça veut dire aussi que les politiques publiques doivent prendre en compte cette dimension-là, voilà, qui est pas simple non plus. Justement, on retourne sur la région. Jérôme Le Gallois, quelques mots sur ces innovations qui transforment, littéralement, ou peut-être, je disais transformation systémique. Est-ce que c'est cette transformation qui fait naître les innovations? Est-ce que c'est l'innovation qui incite à la transformation? De l'œuf ou la poule, là, c'est compliqué. Quelle est votre position là-dessus, Jérôme? Je pense que je ne vais pas répondre directement là-dessus. Juste de dire, on parle d'innovation, mais c'est un peu un mot valise. C'est-à-dire qu'on y met un petit peu ce qu'on veut dedans. On est aussi dans un monde qui se spécialise. Il y a de plus en plus d'experts sur plein de domaines. On en a cité pas mal. On a la santé, on a des gens qui, comme la DMR, étaient historiquement des spécialistes du domicile et qui intervenaient auprès des gens, des tiers de confiance. On parle, donc je vais parler de santé, on parle des questions sociales, on parle de questions technologiques très pointues. Donc, par rapport à cette société qui se spécialise et qui, du coup, multiplie le nombre de parties prenantes, parce qu'il faut imaginer que derrière, ça fait quand même une palanquée de personnes derrière pour, entre guillemets, arriver à solutionner des problématiques, ces innovations. En gros, nous, notre travail en tant que région, c'est effectivement de faire se rencontrer les institutions, les entreprises et toutes ces parties prenantes. Et c'est en cela que le PSP nous aide à travers la task force, le club des entrepreneurs de la Silver Economy, à faire se rencontrer les gens. Et c'est une demande forte parce que tout est un peu plus complexe, on a toujours un peu moins de temps, on est toujours mangé par des tâches qui sont de plus en plus fragmentées. Les innovations sont présentes, on les connaît pas forcément. Et donc, ce travail, je le répète, c'est de faire se rencontrer, se coïncider l'espace et le temps. Lors, pourquoi pas, effectivement, de nos fameuses task force qu'on a organisées ce matin même, on en a organisé une. Là, sur la question, pourquoi pas, des rencontres internationales. Et pour chaque des entreprises, chacune, présenter son innovation et la faire se rencontrer le public. Jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au, entre guillemets, le destinataire final. Donc, un problème qui est pas véritablement un problème, mais c'est une complexité à appréhender, à donner des solutions qui sont très pragmatiques. Déjà, un espace de mise en relation, de contact, de parole, tel que aujourd'hui le PSP l'organise sous l'égide de la région. Derrière ma question, vous ne l'aviez peut-être pas entendu comme ça, mais derrière ma question, il y avait l'idée aussi des investisseurs et des investissements. Quelles sont les opportunités économiques qui se présentent en ce moment par rapport à ce secteur? J'imagine qu'il y en a. Très rapidement, vraiment en quelques secondes, est-ce que l'un de vous voudrait réagir là-dessus? Oui, mais avant de parler d'investissement, parce qu'investissement c'est un mécanisme assez particulier, moi je parlais d'abord de développement, quel que soit, on va dire, le levier, l'outil sur lequel on s'appuie. Hein. Donc en effet, il y a des besoins qui sont assez énormes et multiples, comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc avec les perspectives du vieillissement démographique d'un côté, mais aussi tout l'enjeu de la prévention. Et il y a un élément qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, moi je pensais que ça allait sortir plus vite que ça, c'est on va dire toute la politique publique d'État, au niveau d'État, qui impulse un certain nombre de transformations majeures. Alors est-ce que c'est pour illustrer ce qui se passe sur le terrain déjà, ou est-ce que c'est pour pousser un certain nombre de changements? Voilà, Gilles a mentionné le programme de SMS numérique, le Ségur numérique, mais aussi il y a les services d'autonomie à domicile, hein, qui c'est les SAD à la place des SAAD, qui sont à venir dans les mois qui viennent et qui vont cette fois-ci radicalement changer l'univers des services à domicile. Ce qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on va connaître dans 2 voire 3 ans. À la fois en termes d'acteurs, de typologie d'acteurs, de qualité, peut-être pas qualité, mais en tout cas la diversité de services portés, et aussi, en conséquence, toutes les compétences que les structures vont avoir ou doivent déjà avoir en interne, dont Gilles aussi a mentionné tout à l'heure. On est vraiment dans une transformation radicale par rapport déjà à ce qu'on connaissait il y a une dizaine d'années, et encore, je dirais qu'on n'est même pas à mi-chemin. Aujourd'hui, de manière très concrète et encore rapidement, hein, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast, quels sont les besoins des entreprises, des structures de services à domicile, et comment le pôle régional PSP peut les accompagner? Gilles, je vous laisse répondre à cette question. Déjà, le premier besoin, on l'a dit tout à l'heure, tourne autour de la question de la gestion des ressources humaines. Donc, tout ce qui est sourcing, recrutement, intégration, formation, fidélisation, ça, c'est la base. La base qui est pas simple, hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a des métiers qui évoluent fortement. Donc, ça veut dire qu'on a un déficit d'image et un déficit d'image qui
qu'on se trimballe parce qu'on a une image plutôt vieillotte. Mais finalement, voilà, quand on... Et si je puis me permettre, une image de métier des fois difficile ou pas, peu valorisée, non? Alors, des métiers peut-être peu valorisés, difficiles. Alors, j'aime pas trop ce terme-là parce que finalement, quel est le métier qui est facile? Je pense que la notion de difficulté ou de facilité correspond plutôt à une aptitude et des compétences dans lesquelles les personnes sont à l'aise. Voilà. Donc, dans n'importe quel métier, si on subit, forcément, ça devient très difficile. Si en revanche, on y trouve un certain épanouissement, qu'il soit personnel, professionnel, la difficulté, elle est pas vue du même prisme. Donc, juste pour en revenir à votre question, le premier point, c'est cette question autour de la valorisation des métiers, de la rendre lisible, d'offrir les opportunités, de rendre lisibles les opportunités d'emploi, qui soient sur de l'emploi de premier niveau de qualification jusqu'à de l'emploi très qualifié, et de donner cette lecture et cette lisibilité. Donc le pôle, déjà le premier point, a un rôle de rendre lisible, de valoriser, de communiquer sur ce que sont ces métiers aujourd'hui, ce qui seront demain, et puis ce que cela va être après-demain. Et donner du sens, parce que beaucoup de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi ont besoin et mettent en avant toutes les questions de RSE évidemment, toutes les questions de sens, de valeur, et je pense que là on a une belle carte à jouer par rapport aux enjeux sociétaux qui se présentent. Voilà. Donc le pôle a ce rôle-là en appui avec la région pour véritablement relever ce défi qui est comment on fait ensemble pour répondre aux enjeux de vieillissement et de personnes en situation de handicap, qui a souvent été vu, et notamment par les politiques publiques, comme étant une charge. Ce qu'il faut qu'on arrive à démontrer, c'est déjà le cas, c'est que c'est pas forcément une charge, c'est même pas du tout une charge, ce sont des opportunités de développement économique et de développement aussi sociétal. Jérôme Le Gallois, là c'est une question un peu plus pour vous, ça sera la dernière, le cluster PSP-PACA, est-ce que ça peut servir d'outil, de levier pour la politique publique régionale? C'est le cas, et c'est déjà le cas. C'est-à-dire que c'est une filière donc stratégique qui nécessite entre guillemets une expertise fine. Gilles et Faroudine l'ont expliqué, mais quelque part on l'a juste effleuré. C'est effectivement une expertise qui est sociale, une expertise qui est financière, technique, sectorielle, technologique. C'est complexe. La Silver Economy est complexe et on a besoin de pôles comme le service à la personne pour avoir des clés d'entrée, pour mieux comprendre et appréhender les besoins entre guillemets des gens au quotidien, des salariés au quotidien, et effectivement des chefs d'entreprise de cette filière qui sont donc les adhérents au pôle service à la personne et qui nous font remonter leurs besoins, qui soient effectivement de formation d'une part, mais qui peuvent être aussi des besoins de financement par ailleurs. Et donc, pour nous, effectivement, qui sommes une institution publique, le pôle service à la personne reste effectivement un atout considérable au niveau régional. Merci à Jérôme Le Gallois, Gilles Piazza et Faroudine Bajrik pour leur participation à cette table ronde. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast en direct du Festival Silver Eco à Cannes 2023. Merci de votre écoute.